L'édition de Le Grand Soir sur votre télé Info TV comme tous les soirs. C'est le rendez-vous vespéral d'échange, une causerie sympathique avec des avis pertinents de nos invités. Comme tous les soirs d'ailleurs, ils seront 4 ou 5 à participer à ces échanges qui tournent autour des accidents de la circulation. Nous l'avons appris ce matin, la route est encore fait des morts et il n'y a pas une seule semaine sans enregistrer des morts sur les axes routiers au Cameroun, et les chiffres relatifs montrent justement que la saignée est forte, même si on notera une réduction ces dernières années, mais la moyenne affiche quand même des milliers de morts chaque année sur nos routes. Quelles peuvent en être les causes alors que les pouvoirs publics déploient d'énormes moyens en termes de prévention routière venant du ministère des Transports ou du secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie ou d'autres compétences impliquées dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation. Mais la route fait toujours des victimes et un artiste a chanté il y a cela plusieurs années que la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses. Pour peut-être retrouver les chiffres officiels qui parlent d'au moins 70% des cas d'accidents qui sont causés par l'homme, les causes humaines. L'artiste avait-il vu juste? À quel niveau se trouvent les failles dans la prévention routière? Pourquoi on enregistre toujours tant d'accidents dans notre pays? C'est autour de cette thématique qu'on va échanger ce soir avec nos invités. Accueillons Emmanuel Mbenoun. Il est secrétaire national adjoint à la communication de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC. Emmanuel, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et bonsoir à tous mes copanélistes. Bonsoir surtout aux militants de l'Union démocratique du Cameroun qui nous écoutent en ce moment. Et qui prépare la présidentielle. C'est déjà à l'ordre du jour de votre côté? Tout à fait, puisque il ne vous a pas échappé que la présidente nationale est candidate de l'UDC à l'élection présidentielle. Je pense que si tout se passe bien, c'est vrai qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des ententes ici et là avec d'autres formations politiques. Mais potentiellement, l'UDC aura son candidat à l'élection présidentielle. D'accord, c'est une bonne nouvelle en tout cas d'enregistrer déjà cet engagement de Madame la Présidente nationale de l'UDC qu'on salue d'ailleurs et qu'on remercie pour la disponibilité de ces équipes qui participent régulièrement à ces échanges citoyens. Saluons Richard Bondol, il est journaliste, directeur de publication du journal Équation. Face à l'équation des accidents de la circulation, certainement il a la solution. Richard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques et merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est vrai que plusieurs fois j'ai été indisponible. Bon, mais je crois que pour une première, on dira ce qu'il y a lieu de dire. D'accord, moi je vous ai fait la cour pendant longtemps, dans le sens propre du terme, pour vous avoir sur ce plateau. Dans tous les cas, avec vos occupations, on imagine bien que ce n'est pas toujours facile. Merci d'avoir trouvé du temps aujourd'hui pour venir échanger avec nous. Tout comme Didier Zamkal, il est journaliste, il est enseignant, il conduit la plateforme d'information Oignon Actu Live. Didier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous écoutent et je salue justement les populations de l'Est du Oignon qui m'ont dit lorsque tu seras aux antennes, nous sommes tous scotchés. Ah d'accord, on salue donc tous nos frères du Oignon. C'est le département qui a 14 arrondissements pratiquement sous la conduite du préfet Bertrand Maché, qu'on salue également ce soir. Oignon Actu Live fait exactement quoi? Alors Oignon Actu Live, c'est cette plateforme, un média. Voilà, c'est l'Oignon qui vous fait signe déjà. C'est pour confirmer que les ancêtres vous voient. Un média qui publie via les réseaux sociaux et qui a la particularité de s'intéresser aux affaires du Oignon. Faire la promotion de ce département-là, qui est un assez grand département. Vous avez dit 14 arrondissements. Je crois que c'est le plus grand département au Cameroun, après un département dans l'extrême nord. Donc, nous faisons le monitoring au quotidien de l'actualité du Oignon, de l'Est, un peu de partout dans le Cameroun. Et nous menons ce plaidoyer pour les populations du Oignon, justement, qui sont, il faut le dire jusqu'ici,
un peu oublié sur plusieurs cas. Sur plusieurs plans. Allez, vous annoncez également avec des partenaires un festival qui va concerner le peuple Baka. Alors, le grand festival sur le festival sportif et culturel des jeunes Baka. Des jeunes Baka. C'est la première édition conduite sous la bannière d'une dame, Bernadette Biémé, et c'est dans le cadre de l'association L'Arche Baka Djilili. Alors, c'est une association déjà qui travaille pour la cause des Pygmées, et justement la jeunesse Pygmée, puisque vous savez, c'est une minorité dans notre pays et il faut prendre en compte cette entité nationale, déjà pour son intégration, déjà pour ôter cette stigmatisation du pygmée qui est un homme de la forêt et qu'il faut laisser là-bas. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aller enlever le pygmée de son milieu naturel, mais il s'agit d'aller le trouver dans son milieu naturel pour lui apporter quelques solutions. Alors, le festival sportif, parce qu'il y aura un championnat sportif des campements Baka, c'est ça à Bombam, c'est la toute première, le ministère des Sports est déjà en train de donner son aval. Il y aura ensuite un grand événement, un festival culturel d'émancipation, d'explosion du peuple Baka, de cette jeunesse-là, qui voudra bien aussi présenter ce qu'elle sait faire. Il y aura du vélo. Du vélo. Il y aura du vélo parce que ils auront une formation en VTT et ce championnat aussi, et avec des primes qui vont accompagner. Il y aura de la formation en informatique. Pour ça, c'est un festival qui va prendre une semaine. Et pendant ce temps, c'est pour permettre aux Camerounais de venir découvrir ce que peut faire, ce que peut offrir la jeunesse Baka dans cette mouvance du développement, aux Baka aussi de proposer leur savoir-faire. Et puis, puisque nous sommes en année électorale et que nous parlons justement élection, l'Arche Baka Djilili est en train de faire le recensement des pygmées qui n'ont pas de carte d'identité ou date de naissance afin de leur permettre d'en avoir. Nous avons la chance que ça se fait déjà en 24 heures pour les cartes d'identité et de leur permettre de s'inscrire rapidement sur les listes électorales et de manifester leur citoyenneté le moment venu. Ce sera un sympathique festival. Nous, on sera là-bas avec nos frères et sœurs Baka pour ce festival culturel, sportif, d'intégration, d'éducation, de formation et autres. On salue la sénatrice Marlise Biémé qui porte ce projet. Nous accueillons Émile Messi, les communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Émile, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Zeux, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Info TV et notamment du Grand Soir. Vous me permettrez peut-être également de dire aussi un bonsoir tout particulier aux nombreuses populations du département de l'Océan, qui ne comportent peut-être pas 14 arrondissements comme le Oignon, mais on n'en est pas très vaste. Vous voyez, c'est 9 arrondissements de l'Océan. Mais la particularité du département de l'Océan ici, c'est que, comme on a souvent coutume de dire que le Cameroun est une Afrique en miniature, en réalité, le département, c'est le Cameroun en miniature, du fait de la diversité culturelle. C'est-à-dire, quand vous voyez les peuples qui sont autochtones là, c'est pratiquement tous les peuples du Cameroun. Et même les communautés qui y sont représentées, vous voyez là que c'est un laboratoire ou alors une expérimentation de la diversité culturelle et surtout des gens qui vivent en harmonie. Je crois qu'ils méritent un salut et que je pense que l'océan, qui a beaucoup de sites touristiques, qui a beaucoup d'attraits culturels, qui a beaucoup de choses comme ça, je crois que Jean-Jacques Zeux, vous ne perdrez rien en faisant également le tour des 9 arrondissements qui composent le département de l'océan. Vous allez découvrir des merveilles. Moi, j'étais à l'Oldorf il y a cela quelques jours. Je suis un habitué des Crébi, tous les arrondissements. Lokoundé, Bipindi et consorts. Je suis allé jusqu'à Campo déjà. Et vous n'êtes pas encore allé en Vengue, j'imagine. Vengue, c'est au passage. Vengue, c'est au passage.
découvrir des choses exceptionnelles. D'accord, d'accord. On salue le maire de Campo, qui est un sympathique frère et ami. Voilà, messieurs, on va parler des accidents de la circulation dans notre pays. Lorsqu'on parcourt les documents qui évoquent les accidents de la circulation, on voit bien que le nombre est assez impressionnant. On va faire comme les Chinois qui n'aiment pas s'attarder sur les chiffres, mais voir comment faire pour inverser la tendance. Parmi ces causes, on met en première ligne les causes humaines. C'est le même regard que Emmanuel a des accidents de la circulation, des causes des accidents au Cameroun? Non, bien entendu. Je ne pense pas que c'est les causes humaines qui soient la première... en tout cas, le premier élément des accidents de la route dans notre pays. Il y a d'abord le mauvais état des routes, je pense. Il faut commencer par là. Oui, voyez-vous, un pays comme le Cameroun qui est indépendant depuis plus d'une soixantaine d'années n'a pas encore d'autoroute, par exemple. Une autoroute véritablement achevée. Et comme d'habitude, les projets commencent dans notre pays, mais pour qu'ils s'achèvent, ça met trop du temps. On a commencé, par exemple, l'autoroute Douala-Yaoundé depuis 2014. Jusqu'à présent, il n'y a que 60 km qui sont achevés. Pendant ce temps, des pays de même niveau de développement, comme la Côte d'Ivoire, alignent depuis 2010 que M. Ouattara est au pouvoir, au moins 3 autoroutes achevées. Donc, il y a les causes qui sont techniques, c'est-à-dire l'état des routes. Vous savez, la plupart des accidents sont des accidents frontales. Oui, c'est-à-dire que vous avez celui qui vient en face. Ce qu'on appelle au village le tamponnement. Tout à fait. Voilà. Alors, vous voulez dépasser, vous ne savez pas toujours ce qui est en face. Donc, avec des autoroutes, vous avez quand même cette possibilité que vous ne rencontrez pas beaucoup les gens que vous viennent en face. Sinon, pas du tout. Ça veut dire que vous contestez les chiffres, par exemple, de Securoute, qui dit que l'état des routes est à l'origine de 10% seulement des accidents. 10%, je ne pense pas. Et 70% les causes humaines. Non, non, non. Moi, je crois que l'état des routes doit être pour 70% plutôt. Si. Parce que, vous voyez, là où il y a des routes véritables, comme une autoroute, il n'y a pas assez d'accidents. Parce que, comme je vous ai dit, la plupart des accidents que nous avons eu à répertorier, c'est toujours des chocs frontaux. Donc, il y a l'état des routes. On n'évacue pas les causes humaines. Ça, l'état d'ébriété des conducteurs, les dépassements abusifs, et puis le non-respect, par exemple, des barrières de pluie dans les zones rurales. Alors, on dit que si on a des meilleures routes, si on a les autoroutes, on devrait voir réduit de façon sérieuse les accidents. Oui, de façon substantielle, on aura une réduction des accidents de la route. Mais est-ce qu'on excuse le chauffeur qui sait que la route n'est pas bonne, qui n'a pas une bonne visibilité, mais qui se lance quand même en disant que si elle était bonne, si elle était plus large, on circulerait mieux. Mais ce qu'il a, c'est ce qui est disponible. Il doit quand même pouvoir s'adapter. Non, l'état des routes ne permet même pas, dans certains cas, aux chauffeurs de se lancer, comme vous dites. Bon, dans certaines portions, oui. Si vous prenez la route Douala-Nkonsamba, en allant à l'ouest, mais c'est une route qui est complètement sinistrée. Au point que la plupart des accidents, c'est des gens qui veulent éviter des trous, des nids d'éléphants. Et ils se croisent là-bas. Et ils se croisent avec l'usager qui vient en face. Donc, il y a cela plusieurs cas. Celle de l'ancienne route de Douala-Yaoundé par rapport à l'autoroute a été rafistolée il y a quelque temps, mais elle n'est pas bonne. Vous savez, la route d'Amanga-Kousseri. Voilà, c'est une route qui est complètement sinistrée, alors que c'est la dorsale, n'est-ce pas, de l'économie du pays, parce que ça mène au Tchad et en Centrafrique. Donc, le réseau routier camerounais est complètement sinistré. Et si on tient compte que le budget du ministère des Travaux publics est quand même l'un des plus gros budgets, si on enlève l'éducation, la défense, les travaux publics, on devait quand même avoir un réseau routier assez avenant, mais ce n'est pas le cas. Donc, ceux qui défendent le mauvais état de route en disant les causes humaines, je dis franchement, on ne peut pas dire que cela est vrai. C'est plutôt le mauvais état de route qui est la cause première des routes. Maintenant,
le ministère des Transports, il ne faut pas l'ignorer, a fait quand même des efforts au niveau des causes humaines, par exemple, avec les radars et les alcotests, avec tout cet arsenal de choses qui font que les gens ont quand même peur. C'est vrai qu'au Cameroun, on a toujours la latitude de contourner la loi. Parce que moi, qui fais souvent ces routes, vous voyez que les chauffeurs, ils se donnent le signal pour savoir là où se trouve le radar. De prévention, oui. Donc, alors, oui, on retient que pour vous, l'état des routes est au top 1 des causes des accidents au Cameroun. Didier, pour vous, quelles seraient les causes? La principale cause serait laquelle? La principale cause, Jean-Jacques Zé, sans embâche, c'est la malgouvernance. Comment est-ce que vous présentez cela? Comment est-ce que je présente la malgouvernance comme étant la cause des accidents sur nos routes? Disons que saluons déjà l'action du ministre Ngalé Bibé dans cette activité, dans comment je vais dire, cet aspect social que sont les transports. Yaoundé, Bertois, un jour, vous n'allez pas manquer de trouver une barrière policière. Elles existeront toujours. Vous n'allez pas manquer de trouver le flash. Ils sont toujours là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils contrôlent. Et puis c'est pour des retours financiers, soit pour l'État ou des poches inconnues, mais c'est toujours pour des retours financiers. Alors, il y a les péages qui sont là. Tout le monde sait que c'est systémique, c'est systématique. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas éviter. Mais alors, tout le monde sait le travail qu'il faut faire pour faire entrer des fonds au pays pour des cas malveillants, mais qui s'occupe alors de l'état des routes? Qui s'occupe des surcharges dans les véhicules? Vous avez déjà vu, je pensais que c'était à l'est, hein, mais j'ai fait un peu la route Yaoundé-Okola. Dans les petites voitures qui sont censées transporter 5 personnes, vous êtes à l'intérieur 8. 8-9, oui. 8-9. Et tout le monde voit ça. Et tout le monde est au courant. Mais c'est normal. Et pourquoi c'est normal? Qui doit veiller à ça? Monsieur Jean-Jacques, excusez-moi, mais est-ce que c'est une volonté manifeste de dire on s'en fout? Pourvu que quand le policier a sifflé et que le gars est allé à côté, il a donné ce qu'il a donné à côté, le taxi est passé. Est-ce que les gens ignorent que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que vraiment on va dire qu'on ignore? Bien, les états des routes, on sait qu'il doit arranger les routes, il vient de les signifier. Lorsque les routes sont donc endommagées, lorsque les routes sont détruites, lorsque les routes sont mal construites, un peu comme la route Ayos-Bonis, qui est cette très mauvaise route des 30 dernières années que je me balade au Cameroun, je n'ai jamais vu une telle route construite de cette manière-là. C'est Charles Ateba qui disait souvent que c'est la route la plus moche du monde. Alors, alors lorsque les routes sont mal construites de cette façon-là, mais qui porte la responsabilité? Et lorsqu'on a les morts, il va me dire que ce n'est pas 3000 morts. Je ne suis pas au transport, mais ce sont les statistiques que j'ai quelque part. Alors, ça peut être 3000 morts au premier semestre 2024. Voilà. Alors, lorsqu'on a donc des morts... 3000 accidents pour 250 morts. Très bien. Voilà. Très bien. Plus juste. Voilà. C'est quelque chose de pareil. Mais c'est 250, c'est pas négligeable. Mais c'est des morts, c'est des vies. Jean-Jacques Zé, une personne, 2 personnes, c'est une vie. Lorsqu'une vie s'en va en fumée, qui paye la facture? Donc c'est les questions de gouvernance qui englobent à la fois les mauvais travaux, la corruption, l'attitude qu'on observe sur nos routes. Tout cela vous emballez en disant que la cause principale, c'est ces questions de gouvernance. Émile Messi, qu'est-ce qui tue finalement sur nos routes? L'artiste a dit que c'est pas la route, que c'est nous qui tuons avec nos mauvaises habitudes. Quelques statistiques semblent aller dans ce sens-là. Emmanuel est radicalement opposé à cette option qui voudrait mettre la responsabilité première sur la tête de l'usager. Je crois que votre insistance sur ce fait-là témoigne toute la réalité. Je m'aligne sur cette vision. Laquelle? La vision de cet artiste, c'est pas la route qui tue, mais c'est nous qui tuons.
Et vous venez de révéler... Mais c'est nous qui faisons les routes. Répétez. Vous venez de révéler les statistiques concernant la cause humaine. Et je dirais même qu'elle est plus forte que 70%. Dans ce sens que vous dites bien que c'est nous qui faisons la route. Justement, là, vous verrez que je ne suis pas d'accord avec mon frère Benoum, qui parle du mauvais état des routes. Qui fait la route? Est-ce que la voiture peut aller d'elle-même en route et puis se renverser seule à partir de la route si le chauffeur n'a pas évité le trou, si le chauffeur n'a pas bien négocié un virage, si le chauffeur s'est retrouvé en troisième position, bref, si le chauffeur n'a pas respecté les conduites en essayant d'éviter tous les obstacles qui sont en route, c'est là où on retrouve justement la cause humaine. Elle peut être institutionnelle, comme semblait dire mon voisin, dans ce sens-là que ceux qui sont en charge, là encore il est tombé dans une contradiction vraiment déconcertante, en disant que la malgouvernance, mais il a le courage de dire que vraiment je félicite le ministre des Transports. Vous voyez, là ça n'a plus de sens. Donc pour dire que les responsabilités sont partagées à ce niveau-là. Mais la principale responsabilité, à mon avis, c'est la prise de conscience des automobilistes. Dans ce sens que c'est d'abord une question de vie. Et là, je suis d'accord avec lui. On ne remplace pas une vie. Lorsqu'il y a accident et qu'il y a mort d'homme, rien, absolument rien ne peut remplacer une vie. C'est là où donc les causes envie de trouver des solutions durables à défaut de réduire les accidents à zéro, mais tout au moins les réduire à leur plus simple expression. Parce que, disons-le aussi, on ne va pas imaginer une société où il n'y aura pas d'accident. À mon avis, donc, c'est quoi? C'est qu'à ce niveau-là, chacun doit jouer sa part de responsabilité, notamment les automobilistes. Lorsque, Jacques, vous avez une voiture, vous êtes un chauffeur. Lorsque vous vous asseyez au volant de votre voiture, il y a d'abord votre propre conscience qui est en jeu. Parce que vous vous dites que si je m'amuse, c'est d'abord ma propre vie. Ensuite, les transporteurs. Vous vous engagez, et ces transporteurs en commun là qui font des lignes et tout, et qui s'amusent soit à boire, soit à conduire, ayant des fatigues, de sommeil, ainsi de suite, tout ça. C'est là où donc les pouvoirs publics doivent jouer dans leur rôle, dans ce sens qu'il y a des visites techniques qui, objectivement, devraient renseigner sur l'état, sur la fonctionnalité des véhicules. Parce qu'il est dit que 17% des accidents sont dus au mauvais état des véhicules. Ça veut donc 17%. Ces compagnies de visites techniques-là, ils doivent prendre également leurs... C'est des hommes qui sont là-bas. Est-ce qu'ils font exactement 1 an de visite technique? Est-ce que ça rassure la qualité du véhicule, les pneus et tout ce qu'on peut imaginer, des éclatements de route qu'on a? Bon, bien évidemment, j'ai parlé de la route tout à l'heure. Parfois, moi, je choque souvent les gens. Les routes les plus mauvaises font moins d'accidents. Cela a été prouvé, hein, universellement, mondialement. Parce que lorsqu'une route est mauvaise, vous n'irez pas vite. Vous allez passer le temps à comme on compte très peu de bonnes routes. Très peu de bonnes routes. Ça veut donc dire que autant on aura de bonnes routes, mais si on n'a pas la conscience, si on n'a pas... Déjà, la prévention routière fait déjà un bon travail. C'est au moins... C'est ce que vous pensez? Et non, vous pensez que la prévention routière fait du bon travail? Au moins, regardez les vitesses. Il vous flash. Il vous dit qu'à tel niveau, vous avez mal vu. Mais quand il vous flash, qu'est-ce qui se passe? On vous demande de payer 25 000 on vous demande de payer 25 000 au Bosquet. Pour ne pas payer 25 000, c'est des amendes à caractère dissuasif. L'effet, c'est que pour ne pas payer 25 000 francs à la prochaine occasion, je veux me conformer. C'est ça l'effet. Moi, j'ai assisté à où quelqu'un gagne, c'est combien là? Vous avez fait un mauvais dépassement. 25 000 est prêt à payer même pour tout le monde. Par contre, dans les contrôles mixtes, gendarmerie, police, tout ça, ils sont là. Mais quand vous arrivez, vous ne verrez aucun véhicule qui a été mis de côté que celui-ci ne... Curieusement. Ou bien on a fait surcharge, ou bien la voiture n'a pas ceci, tout ça. Il n'y a personne.
qu'est-ce qui se passe? Pourtant, vous voyez des mauvaises voitures, vous voyez tout ce qui est mauvais. Donc, les causes humaines sont à plusieurs niveaux. Les causes humaines. L'inconscience, comme vous l'avez dit, des conducteurs, les niveaux, mais également l'inconscience de ceux qui sont chargés de veiller à la voitures qui circulent, oui. Ils ne devraient en principe pas circuler. C'est des hommes qui les conduisent, c'est les hommes qui les laissent circuler. Voilà donc pourquoi je dis les causes humaines. Si nous faisons une analyse profonde et non politicienne, parce que moi je vois un peu Benoît, on va dire... L'analyse de Benoît était politicienne. Ouais, la gouvernance, c'est facile. Il n'a pas raison de se plaindre qu'il n'y a pas de la gouvernance et tout oui. ceci. Mais je dis, c'est une prise de conscience collective, de telle sorte que lorsqu'on vous attribue un permis de conduire, qu'on s'assure que vous avez reçu une formation de qualité, et que à un moment donné, lorsque vous fautez, on doit vous retirer ce permis de conduire. D'accord. Pour que ça ne se reproduise plus. Par exemple, dans notre contexte, la conscience des automobilistes, même des piétons. Moi, je traverse là, il y a les feux. Le feu est ouvert. Les motos viennent là, elles traversent. C'est comme si ces feux-là ne les concernaient pas. Vous voyez un peu des choses. Les piétons, c'est au moment où le feu arrive là, c'est l'instant qui se déverse aussi sur le passage. Vous avez retiré des enseignements au code de la route, par exemple, de l'éducation civique, la formation qui a disparu dans le code de la route, dans la formation. Pourtant, ça se faisait à l'école primaire, on savait comment dire tout cela. Donc, les causes sont essentiellement humaines au niveau de la formation. Même lorsqu'on est piéton, quand on marche en route, quelle est la direction qu'on doit prendre? D'accord. C'est fait là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc je crois qu'à mon niveau, les causes sont essentiellement bon, on revient. Partagées à plusieurs niveaux. Malgouvernance, état des routes, causes humaines. Richard Bondol, quels sont, à votre avis, je veux dire, quelle est dans cette présentation-là la structure, le corps qui semble porter le plus de responsabilités? Non, mais il faudrait que je revienne sur 2 ou 3 choses qui ont été dites avant pour recadrer un peu les uns et les autres. Parce qu'aujourd'hui, quand on avance les chiffres, il faut être sûr que ce qu'on dit est fondé. On avait l'habitude de nous dire à l'école que les chiffres sont têtus. Quand vous avancez un chiffre, soyez sûr de ce chiffre. Lequel, par exemple, ferait problème? Quand on fait des statistiques aujourd'hui, je vais vous dire, les stats 2024 ne sont pas encore prêts. Oui. Parce que les stats 2024 sortent à l'année N+1. Donc les stats 2024 sortiront en 2025. Et c'est une étude combinée d'au moins 5 ministères, de 5 institutions. Le ministère de la Santé, le ministère de l'Administration territoriale, la police, la gendarmerie, le ministère des Transports. Alors c'est tout cet ensemble-là qui réunit, vous sortent à l'année les chiffres en ce qui concerne les accidents de la route, ce qui concerne les morts de la route, et ce qui concerne les accidents dus à et tout ce qui va avec. C'est pour vous dire simplement que quand vous avancez les chiffres, soyez sûrs. Et pour ceux qui veulent être plus édifiés sur les chiffres, il y a l'annuaire statistique du ministère des Transports qui vous donne au chiffre près les accidents qui ont été causés à l'année 2024 ou 2023 ou 2022 et ainsi de suite. Donc quand on veut faire un débat sur ce genre de situation, vraiment quand on veut avancer les chiffres, avançons-les en étant sûrs. On n'est pas là pour crier. Oui, mais on sait que ces chiffres subissent souvent également des critiques. Mais il y a des organisations de la société civile qui ne sont presque jamais d'accord avec vous, ces chiffres officiels. Le problème qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est d'accord qu'il y ait des morts sur une route. Oui. Je dis personne. D'accord. Même le gouvernement n'est jamais et ne sera jamais d'accord qu'il y ait des accidents sur la route. Conséquence, si vous prenez ces 7 dernières années, je prends sur 2018 jusqu'en 2025, c'est vrai que les autres statistiques sont en préparation, vous allez constater que le chiffre le plus bas des morts sur la route remonte en 2019-2020. 623 morts. J'ai dit le chiffre le plus bas de toutes les statistiques du Cameroun, le chiffre le plus bas, c'est 2019. 623 morts. En 2021, on est passé à 924, 925 morts. Mais, comprenez simplement que les politiques qui sont mises en place aujourd'hui au niveau du ministère des Transports régulent le fait que dans des périodes de grands mouvements, pour ne pas dire les rentrées scolaires, pour ne pas dire les fêtes de fin d'année, pour ne pas dire ainsi de suite, il y a toujours ce qui caractérise le ministère, c'est que le ministère lance les campagnes de prévention et de sécurité routière.
où vous allez trouver une marmaille, pour ne pas dire une masse importante des agents du ministère des Transports sur le terrain, qui pour sensibiliser, qui pour sanctionner, et qui pour instruire aussi. Parce que mon frère Messia a dit quelque chose tout à l'heure, qui, ma foi, participe du fait que les causes humaines qui sont à 70%, ça c'est une étude qui le dit, c'est pas nous qui le disons. Quand vous le dites, c'est fondé, c'est une étude qui le dit. Les causes humaines sont à 70%. Elle est discutable. Vous pouvez le discuter, c'est pas moi qui ai fait cette étude-là, mais ces études ont été faites au niveau international, avec la combinaison des États ou alors des institutions. Parce que dans ces causes humaines-là, on cite l'incivisme des usagers, avec la consommation des drogues, la formation qui est problématique, le non-respect des visites techniques, l'excès de vitesse, l'imprudence des conducteurs. Donc, en aucun cas, on ne parle de mauvais état des routes. Non, mais ça, c'est une autre deuxième cause. Il y a une première, deuxième et troisième cause. C'est comme ça que c'est calibré. On va aller au débat. C'est comme ça que c'est calibré. Il faut réserver tes... Donc, il faut comprendre que la cause humaine à elle seule constitue les 70% des accidents de la route. C'est prouvé. C'est une étude. C'est pas nous qui le faisons. Donc, pour dire aujourd'hui que, au ministère des Transports, on est en train de se battre pour faire infléchir ce taux-là. Il faudrait que ça quitte de 70% pour avoisiner même les 0%. Mais l'essentiel, c'est qu'on n'ait plus de morts sur la route. Et pourquoi est-ce qu'on y va dans ce ton-là? Vous allez comprendre qu'en 2021, pour ceux qui suivent l'actualité du ministère des Transports, en 2021, le ministre des Transports a signé un contrat avec une structure que je ne vais pas citer ici, mais qui s'est rangée dans l'intelligence au niveau des transports. On l'a nommé le Human Driver. Le Human Driver, c'est un système intelligent qui permet, à partir d'une station fixe, de contrôler les mouvements des voitures sur la route. Et on a eu une phase de pilote, c'était septembre 2021, une phase de pilote où on a doté 400 véhicules de caméras intelligentes. Donc 100 dans le transport interurbain et 300 dans les autres transports. Vous voulez dire que sur nos routes là, il y a des voitures si. transport jusqu'à 300? Non, mais je dis que la phase pilote, c'était en 2021. Je dis bien 2021, septembre 2021. Ça a évolué? Mais ça a trop évolué aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a des agences de voyage qui ont eux-mêmes financé leur propre centrale. Ça veut dire qu'ils contrôlent leurs véhicules sur les routes. Donc, conséquence, ces agences, donc à l'époque, on avait les accidents sur les routes. Aujourd'hui, c'est celles qui sont pionnières. Je ne fais pas de publicité aujourd'hui. Mais si vous voyez, dans les années 2000, en descendant, toutes ces agences-là qui étaient à chaque fois dans les collisions routières, aujourd'hui, elles sont pionnières. Parce que dans leurs agences, ils ont installé des systèmes intelligents qui contrôlent chaque voiture qui est équipée de ce système-là. Ça participe de la baisse du taux des causes humaines. Donc, au-delà même de ça, on a constaté aujourd'hui que les usagers sont devenus même plus civilisés. À l'époque, ils étaient combien qui portaient les ceintures de sécurité en route? Quand vous stoppez une voiture, tout le monde, personne n'avait de ceintures de sécurité. En dehors même peut-être du chauffeur même qui disait ils sont là-bas devant, attention, mettez vos ceintures de sécurité. Non, ça doit être un réflexe pour un usager quand il entre dans une voiture, qu'il se mette en position de sécurité fixe. Donc, mettre sa ceinture de sécurité. Et ceux qui vont vite, aujourd'hui, ils s'amendent eux-mêmes. Parce qu'ils savent que la route est jonchée de radars. Et pourquoi ils le font? Mais ce n'est pas pour eux qui le font. Ils le font pour des vies qui doivent être sauvées. Et si cette sensibilisation donc, qui est mise en route par le ministère des Transports porte ce genre de fruits, mais d'ici 5, 10, 15 ans, je suis sûr que le taux qui participe de baisser. Mais la question reste posée, Richard. À quel niveau se situent donc les failles? Lorsque vous parlez, on a l'impression que le système est bien maillé, que le dispositif est pratiquement solide, mais les failles sont où? Les failles, c'est l'incivisme. C'est l'incivisme. Il n'y a que l'incivisme. Il suffit aujourd'hui que les Camerounais se disciplinent pour qu'on ne se retrouve pas avec des morts sur la route. Et mais cela dit, chaque conducteur doit s'adapter à l'état de la route. Ce n'est pas parce que la route est mauvaise qu'on va faire du 100 à l'heure. Non, mais si vous savez, si vous empruntez une route, vous savez que cette route-ci
Elle est jonchée de demi. L'incivisme des usagers. Emmanuel, lorsqu'on écoute le développement de Richard, on se rend compte que finalement, on peut nous laisser ton affaire de route là à côté. D'abord, je suis surpris que Richard, qui est NDP, que je sache, est devenu l'avocat du ministère des Transports. Parce que je suis l'actualité. Je croyais qu'il travaille au ministère des Transports. Parce qu'il défend ce ministère comme si, à défaut d'être payé pour le faire, il est quand même... Bon, mais pour revenir à ce qui est sûr, j'ai vu quelques clichés là dans votre écran de corps qui montrent quand même quelques parties de nos routes, franchement. Il n'est même pas question de dire que vous allez rouler 40 à l'heure devant une route où les téléspectateurs sont en train de voir comme nous. Les trous sont partout. Mais il évacue les causes techniques. Il y a un directeur général, je ne vous coupe pas, d'une entreprise mondiale qui fait dans le chocolat et autres, qui disait que lorsqu'il était chez lui en Suisse, on lui avait dit que le bon chauffeur, c'est celui qui va tout droit et il est sur sa droite. Mais depuis qu'il est arrivé au Cameroun, il a compris que le bon chauffeur, c'est celui qui sait zigzaguer. Si vous ne savez pas zigzaguer, vous n'êtes pas un bon chauffeur au Cameroun. Oui, c'est un des moyens suisses. Dieu merci, c'est pas moi qui l'ai dit. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Vous doublez le travail. Mon ami, mais c'est pour dédouaner ceux des siens qui ont des gros budgets pour nous donner de bonnes routes, dit que c'est des démarches politiciennes que nous adoptons. Non. Nous sommes en train de constater la réalité. Vous ne pouvez pas, avec toute la litanie des bonnes choses qu'il est en train de donner là, devant une mauvaise route, vous aurez beau être... Et il a dit tout à l'heure que s'il n'y a pas l'incivisme, il n'y aura pas d'accident. Pourtant, monsieur Messi nous a dit que même dans les pays les plus développés, il y a les accidents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de degré zéro d'accident. Et nous sommes là. Donc, il faut d'abord partir de cette réalité. Maintenant, dans un univers, comment je vais dire, un écosystème de corruption comme celui du Cameroun, vous vous attendez, même les préventions dont vous parlez, on sait comment ça se passe. C'est aussi l'incivisme. On sait comment ça se passe. Les gens qui sont là pour récolter des billets, mais pas forcément pour faire le travail pour lequel ils sont. Et vous vous attendez qu'il y ait performance avec une telle civilisation de corruption. Ne me dites pas que ceux qui donnent l'argent sont contents de donner l'argent. Hein. Mais ils sont contraints parfois, puisqu'ils ne veulent pas perdre du temps. Bon, je ne les dédouane pas pour qu'ils puissent donner. Mais c'est un constat que nous faisons. Moi, je suis à Soa, je vois même sur la route de Soa comment ça se passe. Et un chauffeur nous disait que c'est une cotisation dont on ne bouffe jamais. Donc, il n'y a jamais votre tour de bouffer. Voilà. Oui, donc, franchement, l'état des routes, c'est une cause majeure. Vous avez inversé les chiffres. Moi, je suis originaire de la Sananga Matin, à l'enregistrement d'un dôme. Il y a quelque temps, non loin de mon village, il y a une moto qui a écrasé 2 personnes qui sortaient d'une réunion. Vous pensez que le ministère ne savent pas suffire, les gens sont morts là-bas. On les a enterrés. Il y a la gendarmerie là-bas, quand même. Il y a les hôpitaux là-bas. La gendarmerie là-bas. À la collecte, c'est eux-mêmes qui collectent. Là-bas, chez nous, en pleine forêt, je suis convaincu que ces 2 personnes n'ont pas été répertoriées dans votre bilan. Donc, ce n'est même pas tous les accidents qui sont répertoriés par le ministère des Transports. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que vos chiffres sont attaquables. Généralement, les ONG disent, lorsqu'on déclare 3000 accidents, dans les chiffres officiels, ils parlent de 6000 accidents lorsqu'on déclare 3000 officiellement. Voilà. Mais la question des routes n'est pas seulement ce qu'on est en train de regarder dans les images. Il y a des routes qui ne sont pas matérialisées dans ce pays. C'est-à-dire, vous roulez, vous ne savez pas s'il y a un virage qui arrive, il n'y a pas de panneau de signalisation. Il y a même certains panneaux qui sont dans la broussaille. Déjà. Qu'on ne voit pas. Alors qu'il y a des budgets qui sont, n'est-ce pas, affectés au cantonnage des routes. Vous ne voyez même pas la plaque qui vous signale que ici c'est un dos d'âne, là-bas c'est... Donc il y a tellement de choses que quand vous dites... Ça pourrait... Parce qu'à l'entendre mon frère, c'est que nous sommes dans le meilleur du monde sur le plan des routes. Et que nos chauffeurs sont... C'est les chauffeurs qui sont inconscients. Non, c'est eux les inconscients. Laissez renverser ma pensée. Là, on a l'impression, vous dites que nos chauffeurs sont tous totalement inconscients, c'est nous des fous. C'est pas ce que je dis. Je dis très bien et je répète que l'incivisme sur nos routes est une cause. Et dans le facteur humain, elle occupe la plus grosse place. Parce que quand on dit, dans les mêmes statistiques, que c'est l'excès de vitesse est la plus grande cause même. 35%. Je dis bien l'excès de vitesse. Oui. Mais au Nigeria, vous savez ce qui cause le facteur qui
qui cause le plus des accidents de la route? Non, déjà, c'est quoi? C'est la conduite en état d'ébriété. Nous sommes à peu près 50-60% au Nigeria. Donc si au Cameroun on est à 35%, mais il faut... Non, l'excès de vitesse c'est 35%. C'est ce que j'ai dit. État d'ébriété c'est 10,5%. Mais au Nigeria, nous sommes à 50-60%. Et conduite en état d'ébriété. Donc le chauffeur au moins ne boit pas beaucoup. Mais c'est pour ça qu'il faut donc, je dis bien, il faut donc à chaque fois mettre l'accent sur la sensibilisation des usagers de la route. Tant qu'ils ne sont pas sensibilisés, certains vont se prendre pour je ne sais pas quoi, mais en estimant que la route leur appartient et ils peuvent en faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que je rejoins donc l'artiste que vous avez cité tout à l'heure. Il dit bien que la route ne tue pas. Et c'est vrai, la route ne tue pas. Tant que nous, dans notre tête là, on n'a pas intégré que on peut conduire des vies en les protégeant, mais il ne sera pas donné à n'importe qui de prendre une route en constatant qu'elle n'est pas praticable et se mettre à faire du sang à l'heure. D'accord. Bonsoir, très cher Jean-Jacques Zé. Bonsoir, au panel précieux. Pour ma part, ce sont les causes humaines et infrastructurelles. Tenez par exemple, sur nos routes, on y retrouve de plus en plus des chauffeurs clandestins sans permis de conduire et qui sont souvent auteurs d'excès de vitesse, la conduite en état d'ébriété et la corruption à ciel ouvert des agents de sécurité sur nos routes. Côté infrastructure routière, on relève visiblement des tronçons rétrécis par la broussaille, ce qui réduit la chaussée, la visibilité. Ajouter à cela des crevasses et autres fissures sur l'asphalte, d'où l'interpellation du ministère des Transports. On doit régulièrement descendre sur le terrain et la mauvaise livraison même des infrastructures routières. Une route de 30 milliards est plutôt réalisée à 5 milliards. Résultat des courses, au bout de 2 ans, la route est totalement dégradée. Très bonne émission. Ernest Zambo, journaliste, fidèle téléspectateur, merci beaucoup mon frère qui participe à cette émission, qui insiste également sur ces dysfonctionnements, la route, l'état de la route. Or, on met l'accent sur l'homme, mais est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus facile qu'on donne les routes qu'il faut et que la conscience puisse accompagner? Alors, Jean-Jacques Zé, vous savez que lorsqu'on parle des causes humaines, des accidents, moi je viens de me poser la question, qu'est-ce qui n'est pas cause humaine dans les accidents? Qu'est-ce qui ne relève pas de l'homme? Qu'est-ce qui ne relève pas de la responsabilité des individus? Qui fabrique les routes? C'est les hommes. C'est l'homme. Qui fait l'excès de vitesse? C'est l'homme. Qui ne vient pas réparer les routes détruites? C'est l'homme. Qui livre, qui vend des permis de conduire à des personnes qui n'ont pas fait la formation, mais qui sont venues 2-3 jours, tu fais mon petit recyclage parce que j'ai acheté un véhicule et puis il a un permis de conduire et puis on en arrive là. Nos petits babanas qui ont les motos partout, parce que lorsqu'on parle des accidents ici, on va seulement sur les axes routiers et tout, on oublie les motos taximènes qui causent bien la mort dans nos cités. Alors, je suis enseignant, vous l'avez déjà dit. Je suis en train de faire des travaux sur un auteur qui s'appelle Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas parle de la responsabilité éthique de l'homme. L'une des causes fondamentales de tout ceci, c'est justement ce manque de responsabilité éthique des uns vis-à-vis des autres. Parce que lorsque j'ai la responsabilité éthique de l'autre, c'est la philosophie du visage. Lorsque je suis conscient que la vie de l'autre dépend de moi, ou alors que ma vie même aussi dépend de moi, alors je fais tout pour empêcher dans l'exercice de mes fonctions, dans mes activités quotidiennes, dans mes projections de la vie et tout autre, pour manager de manière... Vous disiez, lorsqu'on doit faire une route comme Ayos Bonis que vous maîtrisez et que vous avez le résultat qu'on a sur le terrain, il faut quand même, dans cette responsabilité, dans cette éthique-là, pointer du doigt les véritables responsables. C'est même si vous êtes le meilleur chauffeur du monde, sur ces routes-là, c'est toujours compliqué. Jean-Jacques Zé, vous savez, en 2000, on a eu Covid-19.
Et puis, dans des spéculations, des conjectures, des gens ont pensé que le Covid-19 même a été inventé parce qu'il fallait épurer, il fallait diminuer le nombre de personnes dans le monde parce que le monde commençait à devenir très surpeuplé et qu'il fallait diminuer. Ça, c'est une analyse que certains ont posée. Mais lorsqu'on regarde aussi ça, est-ce qu'on ne se dit pas que le fait de laisser nos routes dans des états, des états pareils, ne contribue pas aussi à une telle politique de penser qu'on veut diminuer. Alors, la route à Ayos, on veut tuer les gens on veut qu'on meure là. Ayos Bonis, oui, que nous connaissons très bien. Vous savez comment on a pratiqué le week-end dernier. Vous connaissez le temps que ça a passé. Alors, puisque tout à l'heure, récemment, on a eu l'heureuse descente du ministre des Travaux publics qui est allé superviser ou alors vérifier l'exécution des travaux confortatifs, oui, qui servent à mettre des bandes collantes par-ci, rembler des crevasses par-là, et puis on dit c'est bon, la route est aménagée. Oui, mais ça a passé combien de temps? Ça a passé combien de temps avant qu'on arrive là? Il a fallu attendre une année électorale pour qu'on puisse aller montrer que, oui, on s'occupe du peuple. Non, Jean-Jacques Zé, que les gens, cette responsabilité éthique doit être, n'est-ce pas, le leitmotiv de tout Camerounais dans l'exercice de ses fonctions, qu'ils se disent que la vie des uns dépend de moi. Et je pense que le civisme dont nous parlons ici, ou alors le manque de civisme, doit interpeller tout un chacun. Il s'agit de, puisque même lorsqu'on accuse le chauffeur qui est en excès de vitesse, quel accident, il ne meurt pas. Il meurt. Il meurt. Bon, peut-être il était ignorant. Pourquoi est-ce qu'il était ignorant qu'il ne doit pas filer à une certaine vitesse? Mais pourtant, il y a des jeunes qui s'amusent de sauver des voitures. Vous avez vu les bamadans là. Est-ce que nos routes, finalement, Émile, mais ce ne sont pas des mouroirs? Si vous prenez Aidé à Kribi, même si vous roulez 20 à l'heure, vous laissez quand même vos pneus. Si vous prenez Ayos Bonis, vous prenez même l'Axe Lourd, Yaoundé Douala, vous prenez la nationale numéro 4, si vous allez vers Mbanga et consorts, est-ce qu'on n'a pas laissé quand même un décor qui présente nos routes comme des véritables mouroirs, quelle que soit la conscience du conducteur, c'est un autre combat que de conduire sur ces routes-là? Bon, les mauvaises routes déjà handicapent la circulation. Et là, je veux bien qu'on se comprenne. Nous ne sommes pas ici en train de faire l'apologie de mauvaises routes. Non, ce n'est pas l'apologie. L'État, tant que pouvoir public, a toute sa responsabilité de construire des routes et de les entretenir pour une circulation fluide. Oui, le mauvais état de route, peut-être que ça ne tue pas les vies, mais ça a des conséquences extrêmement graves sur les voitures. Vous avez cité Kribi et Déa. Je dis, même si vous êtes n'importe quel chauffeur à un moment donné, vous ne pouvez pas circuler à plus de 20 à l'heure. Parce que la route vous impose le rythme. Mais alors le coût de l'amortissement, c'est-à-dire la voiture, les bras. Je suis sur la même route que lui. Quand il va à soi, j'y vais aussi. Quand vous prenez Mobile Omnisport à Total Ngoussou, chose exacte, je sais que vous n'êtes plus passé de ce côté-là il y a longtemps. Oui, on allait vite. Vous voyez, je dis, sauf que moi, à chaque semaine, vous devez amener votre voiture au garage. Parce que ce sont les bras qui se cassent dans les trous que vous devez prendre et tout, Peut-être que si vous avez encore un cardiaque dans la voiture, ça peut encore affecter. Oh, en pleine ville, ce genre de route n'honore pas le Cameroun, il faut le dire. Pour répondre à votre question. Oui. Là, vous devriez peut-être faire 45 à 1 heure de temps. Vous vous retrouvez en train de faire 3 à 4 heures de temps. Il y a aussi un problème, il y a un coût. Il y a un coût, il y a le stress. Vous voyez, au-delà des vies que nous déplorons aujourd'hui, ce n'est pas pour dire que nous encourageons les mauvaises routes. Les mauvaises routes ont également une conséquence très grave en termes de coût économique. Vous voyez, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Maintenant, donc, si la route est bonne, nous devons bien évidemment avoir
des chauffeurs formés qui sont capables de lire la signalisation. Qui sait qu'ici, on me signale qu'il y a une dodane, qu'il y a un virage. Ici, on ne doit pas dépasser, on dit, troisième position, c'est-à-dire des lignes discontinues, les lignes continues. Il doit être à mesure de les lire. Et on ne doit pas faire un dépassement au virage. C'est des choses qu'on enseigne à l'école, et lorsqu'on est là, on applique simplement. On ne fait pas la magie. C'est ça aussi la conscience du chauffeur. Quand on dit conscience professionnelle, vous appliquez ce que vous avez appris à l'école en tant que journaliste. Lorsque vous êtes dans ce studio, le chauffeur devait exactement faire ce qu'il a appris. Mais en termes de statistiques, faisons des recherches. Nous avons des recherches sur ce plateau. Combien de chauffeurs, au-delà des statistiques, on peut contester tout ça, nous sommes dans un environnement. Allons vérifier. Si on a 100 chauffeurs, combien ont été formés dignement, objectivement dans une école et ont reçu le permis de conduire? Les statistiques parlent de 10%, 10,5% non maîtrise du volant. Voilà. Mais lorsqu'on se rend compte que la plupart de ces accidents qui font plus de victimes impliquent les gros porteurs. Voilà. Au niveau de la formation des conducteurs de gros porteurs, il y a un problème au Cameroun. On va à l'auto-école là, je ne sais pas s'il y a l'auto-école pour conducteurs de bus ou de camions à 18 roues. Pas en tant que tel, hein. On vous dit simplement que comme vous avez le permis B, il faut faire un peu comme vous avez marché là, on vous donne un peu de code là, on vous donne un petit code là et tout. Donc pour dire que voilà les vraies problématiques aujourd'hui, que lorsqu'on est au volant, c'est ça. Mais ça interpelle toujours l'État. C'est ça que je dis. D'avoir ces permis de ces catégories sans se rassurer de la bonne formation. Le meilleur conducteur de ces affaires-là, c'est celui qui parle de la laverie, qui est autant les pouvoirs publics ont la responsabilité de faire de bonnes routes, autant les pouvoirs publics ont la responsabilité de s'assurer que les véhicules qui circulent dans ces routes-là sont des véhicules de bonne qualité et que les conducteurs qui y sont effectivement également des conducteurs de bonne qualité. Voilà un peu la problématique aujourd'hui, de telle sorte que on ne va plus faire qu'en lavant une voiture, vous laissez la clé là, vous retrouvez il déplace, le lendemain, il vous salue le volant. À partir de là, on sait comme il allait souvent tourner là-bas et tout, qu'il peut déjà aussi prendre la route. Alors, un message de la Côte d'Ivoire, salut à vous Jean-Jacques Zé. 3 facteurs sont à l'origine des accidents de la circulation. Par ordre, l'homme, ça vient de la Côte d'Ivoire, la route et le véhicule Amara d'Abidjan qui envoie cette contribution. Mais dans l'homme, finalement, on retrouve un peu de tout là-dedans. On a parlé de la formation de nos conducteurs. Ça doit compliquer le travail du ministère des Transports au niveau de cette formation-là. Comment faire pour s'assurer d'une formation de qualité? Ben, je crois que, je ne parle pas au nom du ministère des Transports. Non, du tout. Mais voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises. Pour ceux qui suivent l'actualité du ministère des Transports, je dis bien pour ceux qui suivent. Oui, lesquelles réformes? Vous êtes là pour relayer cela, c'est le rôle du journaliste. Il y a des réformes qui ont été entreprises depuis 2018, parce que ces réformes ont été recensées sous l'ancien ministre qui quittait le poste. Mais ces réformes ont été implémentées dès 2018. Et aujourd'hui, pour avoir, je vous cite ça comme ça, hein, pour avoir un permis de conduire, on vous dit que vous vous inscrivez dans une auto-école, vous passez votre formation, l'auto-école vous enregistre dans la plateforme du ministère des Transports, et après votre formation, vous êtes apte à passer votre examen, et si l'examen est concluant, vous passez votre permis, et puis c'est tout. Alors maintenant, posez-moi la question de savoir est-ce que les formateurs qui sont dans les auto-écoles sont compétents en la matière. Oui, parce que c'est de la formation des formateurs. Mais justement, parce que c'est une problématique qu'il faut mettre sur la table. Est-ce que ces auto-écoles qui jongent aujourd'hui notre République-là, est-ce qu'on a des formateurs de qualité qui puissent permettre aux apprenants d'être mieux outillés? Mais qui doit mettre le sujet sur la table? Ben, le sujet doit être mis sur la table par ceux-là même, ou alors je veux dire les promoteurs des auto-écoles. Parce qu'aujourd'hui, il est dans son business, hein. Mais justement, ce n'est pas de la responsabilité de l'État. Lui, il recherche de l'argent. Oui. Mais on lui donne les modules. Le promoteur, c'est pour ça donc. Est-ce qu'il n'y a pas du business? Non. C'est pour ça donc. Son business est formé. Son business s'est formé. Mais qui doit définir les modules de formation? Est-ce que c'est lui? Mais c'est défini dans un document professionnel. Non, il y a un document qui le réunit.
Oui, quand il faut leur adresser... Le code Rousseau, bien sûr. Il est universel. C'est autre chose, ça. Voilà. Parce que pour donner un agrément à un usager, à un promoteur, ben, on s'assure que dans son école, il a les outils nécessaires pour les formations. Ça, c'est le principe. C'est le principe. On voit tous les carrefours, là, auto-école. Maintenant, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi. Donc, l'administration doit mettre en place des leviers qui puissent suivre et qui puissent se conforter dans le fait que les auto-écoles qui fonctionnent sont régulièrement dans le processus qui leur est dicté. Moi, je n'ai pas encore vu l'auto-école pour camion ni pour... Non, je crois qu'il y en a. Il y en a. Sauf que, oui, il y en a. Il faut la pratique où? Mais à l'Omisport. Des camions. Allez à l'Omisport. D'accord. Allez à l'Omisport. La prochaine session, je crois que c'est le mois prochain. D'accord. Allez à l'Omisport, vous allez trouver. Même pour les catapillards. Même pour les catapillards. Vous allez les trouver là, tout ça va. D'accord. Donc, le pays est en train de mettre en place un ensemble de leviers. Donc, il ne faudrait pas qu'on se retrouve 20 ans après à ne pas avoir... Ça, c'est le côté normal. Oui. Il y a un ministre qui avait annoncé le retrait des points des permis de conduire. Ça a été abandonné. Le ministre Robin Kili, je crois qu'il nous écoute. Il doit savoir qu'il avait parlé de cela, qu'on allait réduire les points ici. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent. Le permis reste toujours douteux au Cameroun, Emmanuel Benou. Parce qu'il y en a qui peuvent l'obtenir au téléphone. Ah, je vous ai parlé de cet écosystème de corruption au Cameroun qui irradie sur tous les secteurs de la vie publique, pas seulement les routes. Donc, de permis, moi j'en ai eu un, mais je suis, je suis passé par l'auto-école. Ah d'accord, parce qu'on vous attendait. Oui, mais je connais des gens qui ne sont pas passés par l'auto-école. Il y a plein là, les étudiants voilà. Qui ont plein de permis de conduire. Vous commencez, comme Jean-Jacques disait, vous par laver le véhicule et puis démarrer un peu, vous déplacer là. Et puis voilà, pif. On voit que vous conduisez un peu, on vous donne le permis. Sauf que on ne sait pas que c'est le destin des vies humaines que vous avez en main. Je ne compte pas les professeurs d'université qui ont laissé leur vie sur l'axe Douala-Yaoundé. Le célèbre Gabriel Ndep que tout le monde aimait à l'université. Les Minoué. On ne peut pas les compter. Ils seront encore en vie, en train de nous distiller la science aujourd'hui. Actuellement, on est en train de commémorer la disparition d'un sénateur, Jean Bunjo, de l'Est, qui est mort dans un accident de la circulation. Voilà. Donc, c'est vraiment terrible de le dire comme ça. Mais comment fermer les failles? Tout tourne autour de l'homme, finalement, dans cette affaire-là. On vit avec le radar. Les gens savent désormais comment contourner le radar. Et même ceux qui ont le radar en main, vous disent qu'il y a des moyens de contournement. Finalement, on investit pour rien. Non, mais il faut tout simplement que le régime en place qui est arrivé en fin de cycle, qui ne peut plus proposer des solutions innovantes, puisse débarrasser et laisser d'autres personnes. Si vous arrivez, vous, à l'UDC, vous faites quoi? Mais on va prendre des mesures qu'il faut. À l'UDC, vous savez que c'est un parti dont l'éthique est le socle même de l'existence. Je ne vous apprends rien. Mais dites-le nous. Voilà, il y a, pour nous qui avons fréquenté dans les années 70, on a connu Adamou Ndamdioya quand il était ministre de l'Éducation. Il va ramener la colle en route aussi. On va ramener la colle en route, on va trouver les chauffeurs. C'est pour dire que l'éthique, sur tous les domaines de la vie, pas seulement sur les routes. Parce que la corruption dont nous parlons, elle est au niveau des finances, au niveau des travaux publics. J'ai encore mon frère qui était préfet dans l'océan et qui un jour sermonnait, n'est-ce pas, les exécuteurs des marchés dont nous parlions tout à l'heure. Que comment vous voulez qu'on vous donne un marché? C'est lui qui paye, demande sa part. C'est lui qui exécute, c'est lui qui suit, c'est lui qui contrôle, demande sa part. Et finalement, l'entrepreneur est obligé de faire le wassa de 30 milliards, le wassa, comme on dit au quartier, avec le goudron épaisseur millimètre. Et 6 mois après, vous retrouvez la même route avec des crues. Donc, c'est un système qui marche ainsi. Et il faut que ce système puisse changer pour qu'on puisse envisager quelque chose de sérieux. Parce que tant que les gens sont garantis par l'impunité, ils ne peuvent pas produire des fruits dignes, n'est-ce pas, d'une république vertueuse.
Il faut qu'il y ait des contrôles, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des sanctions pour ceux qui sont en marge. Malgré toutes les bonnes promesses qu'on peut avoir, si on n'a pas des hommes intègres, qui ont la crainte de Dieu, je vous assure, c'est difficile que nous puissions... je crains que d'ici 5 ans, 10 ans, nous soyons toujours là en train de nous plaindre de ces mêmes mots. Alors, est-ce que les accidents de la route ne sont pas le résultat d'une absence également d'alternatives? Tout le monde prend la route. La route est saturée. La route est fatiguée, comme on peut le dire au quartier. Il n'y a pas une autre option. Si vous voulez aller à Douala, peut-être un peu de train, mais tout le monde prend la même route. Est-ce que ce n'est pas également cet aspect d'absence d'alternatives dans le transport qui cause tant de désordres sur les routes? Ça, c'est une question vraiment épineuse parce que tu vas te poser la question, on fait comment au Cameroun? En dehors des routes, quel Camerounais peut partir de mon domaine natal pour Yaoundé en avion? Où est d'abord l'avion? Où est l'avion? Quel Cameroun, en dehors de la route, on lui propose quoi d'autre? C'est une faiblesse. C'est une grosse faiblesse. Vous avez les petits pays entre guillemets ici en Afrique centrale où on prend l'avion comme le taxi. C'est une grosse faiblesse parce que, oui, prenons l'avion, c'est encore les airs. Mais pourquoi est-ce qu'on ne construit pas le chemin de fer? Pourquoi est-ce que depuis la transnationale de ces années-là, je ne veux même pas me rappeler, quel est encore le second axe qu'on a eu un embranchement, comme ça qu'on appelle cela, ferroviaire. Ces dernières années, on nous a parlé récemment, c'était à l'occasion, je crois, du fait de Mbalam, et qui devait avoir un chemin de fer qui partirait de Mbalam pour Kribi, et que, bon, mais là c'est pour le faire. Mais est-ce que c'est d'abord premièrement pour les usagers, pour faciliter les transports? Non, il y a cette faiblesse. Le transport maritime même, on nous disait il y a des années que le fleuve Nyon était navigable. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez sur Ayos, je suis souvent très étonné lorsque je vois le lit ce qui est censé être le lit du fleuve Nyon. Traditionnellement son lit de départ et le petit couloir du lit d'eau actuellement. Comment on a laissé ces sédiments détruire, annuler complètement le fleuve? Il y a des problèmes. La jacinthe d'eau. La jacinthe d'eau a tout avaler. Alors c'est pour dire que il y a des problèmes. C'est difficile. Est-ce qu'on est en manque d'inspiration? Est-ce que c'est les moyens qui manquent? Est-ce qu'on veut se complaire dans ce qu'on a pour dire qu'on fait avec ce qu'on a? Alors, lorsque j'ai parlé de problème de gouvernance, des gens ont voulu me tirer dessus, mais on reste toujours dedans. Parce que c'est à ceux-là de prendre les bonnes décisions, de prendre même des risques. Si on dit, par exemple, qu'on met un budget de drague du lit du fleuve Nyon pour le remettre dans la navigation, est-ce qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, permettre aux populations qui partent peut-être de l'Est d'arriver à Yos, de prendre un petit bateau ou bien quoi pour arriver dans la Sanaga maritime, et puis on a... Il y a la possibilité de voies navigables de ce côté-là. Alors Émile Messi, la question est celle-là. Est-ce que la route aujourd'hui n'est pas seulement aussi victime de sa surexploitation, de sa surutilisation, parce que le Cameroun n'offre pas d'autre alternative? Vous souvenez-vous de la catastrophe des ECA? Une fois qu'on a dit que la route était coupée, tout le monde s'est retourné vers le train et on a vu ce qui s'est passé. Oui, c'est ça que vous m'enleviez dans la bouche. C'est-à-dire que lorsque le pont de Magna a cédé... A cédé, oui. Voilà, tout de suite, tous ceux qui devaient aller à Douala ce jour-là sont rabattus à Yaoundé pour aller à la gare routière. À la gare ferroviaire. À la gare ferroviaire, excusez-moi. Mais il y a eu un spectacle là-bas, parce qu'il faut quand même le dénoncer. Les responsables de la gare sont arrivés à fermer même. Que vraiment, on n'en pouvait plus. Mais on a vu des gens escalader, sauter. On a ajouté le wagon. Et à la demande des pouvoirs publics, on est dans des dons pour des besoins que les gens doivent voyager et tout. Ajouter les voitures, ce que vous appelez là les wagons. Malgré la réticence de celui qui était à la locomotive, qui a dit, dans ces conditions, si je n'en sors pas,
On lui a dit, monsieur Desmarais est parti. Vous voyez? Et ça, effectivement, nous a donné ce que nous regrettons aujourd'hui. Parce que cet accident ferroviaire des ECA fait partie des accidents les plus mortels du Cameroun. Ça, il faut que nous le disions sincèrement. Parce que justement, il y a eu cette insuffisance des moyens de transport qui répond à votre problématique. Nous avons plusieurs moyens de transport. Transport aérien. Pour un pays émergent, nous devons développer ce moyen-là également. Le transport ferroviaire qui est encore à un stade rudimentaire. Oui. Mais on devrait se concentrer à développer la voie ferroviaire pour aller d'un endroit à un autre, pour aller d'une capitale à une autre. On n'a pas besoin forcément d'attendre l'exploitation du fer pour aller à Kribi-Patran ou bien pour aller à, je ne sais pas, dans quelle zone du pays. C'est une alternative. Bon, je ne parlais pas du transport maritime pour des limites que cela peut avoir. Mais s'il y a des possibilités entre Douala et Kribi, je ne sais pas, Limbe, je ne sais pas autre encore, pourquoi ne pas développer? Ne serait-ce que même pour faire du tourisme, à certains Camerounais qui voudraient également voyager par la mer. C'est des possibilités. Mais les trois secteurs qu'on vient d'indiquer là, à savoir la route, qui est déjà traditionnelle, puisque nous-mêmes nous marchons sur la terre, le transport aérien doit être développé. Le transport ferroviaire doit être intensifié pour que la route ne regorge pas tout le flux de déplacements. C'est des alternatives parfois qui font que, si c'est bien préparé, quand je dis, je ne tire pas mon frère sur des questions de la gouvernance. Oui, c'est des questions de la gouvernance. Mais j'ai été un peu tiqué lorsqu'à peine il a attaqué le fonds de gouvernance. Il a félicité le ministre. Cela paraissait un peu bizarre. Tout au moins pour moi, c'était un peu bizarre. Je dois dire qu'est-ce que c'était vraiment une analyse honnête et sincère. Donc, pour dire que l'État qui a en charge d'améliorer les conditions de vie des populations sur tous les secteurs doit avoir donc une politique de transport qui intègre donc tous ces moyens que nous avons indiqués là tout à l'heure. Sans donc aussi oublier que la construction des routes et l'entretien de ces routes doit être prioritaire parce que nous devons reconnaître que c'est un secteur qui a plombé le développement du Cameroun en ce moment, c'est la route. J'aime quand ça vient d'un communicant du RDPC. Nous en prenons tous ces routes-là. Oui. Lorsque nous voyageons, on ne sait pas si on identifie les militants d'un parti politique. Lorsqu'il y a un accident, je ne sais pas si on identifie les militants d'un parti politique. Lorsqu'il y a ceci, et quand on parle de la gouvernance, lorsqu'on parle des pouvoirs publics, c'est au-delà des partis politiques. C'est pour ça qu'il faut souvent faire la part des choses. C'est pour ça que moi, je suis très peiné quand je fais des discussions qui ferment les vraies problématiques dans des cadres, dans des petits cercles politiques et autres là. Je ne suis plus à ce niveau-là, Jean-Jacques. D'accord. Nous sommes dans les débats. Ça nous satisfait. Et ceux qui nous suivent, que ce soit ces dirigeants-là, doivent retenir quelque chose de nous qui prenons, qui plus encore du RDPC. Le RDPC a le devoir aujourd'hui de donner le ton sur ce qui ne marche pas, sur ce qui n'a pas marché, pour que nous avancions. Ce n'est pas dans la démagogie, ce n'est pas dans la flagornerie, ou bien je ne sais pas pour plaire à quoi, plaire qui. Le RDPC n'est pas là pour plaire, ou bien pour faire la fanfaronnade, ou je ne sais pas pour faire quoi, mais de poser des problèmes, parce qu'en tant qu'association politique, est également confrontée à tous ces problèmes-là. Lorsque nous sommes en campagne électorale, lorsque nous sommes face à nos militants, ils nous posent les mêmes problèmes. Est-ce que vous voyez un peu? C'est pour ça que moi j'invite la politique à être un peu plus responsable lorsqu'on aborde ces débats-là. La politique de transport, la question était celle de savoir si la route n'est pas elle aussi une victime d'une politique de transport qui semble nous ramener à un système unique ou une grosse proportion à un système unique, la route et la route seulement. Pourquoi est-ce qu'on ne développerait pas les alternatives qui passent par le rail, qui passent par l'avion, qui passent même par le bateau? Parce qu'on dit que la Sanaga traverse tout le Cameroun et que c'est forcément, il y a des fleuves navigables. Si vous êtes même à Douala, vous ne profitez même pas du Vouri, pour ne même pas vous déplacer d'un quartier à un autre. Est-ce qu'on ne peut pas penser développer ces alternatives-là pour limiter la souffrance, entre guillemets, de la route qui transfère finalement ces souffrances à l'être humain? Tout à fait.
Alors là, je suis très content de mon ami Émile, sa sortie. On est rarement d'accord, mais ça, je suis... Et il me rappelle le discours du président de la République en 2013, où il disait, qu'est-ce qui nous manque? Nous avons une jeunesse bien formée, nous avons des terres fertiles, nous avons des infrastructures qui nous permettent de produire l'électricité. Mais qu'est-ce qui manque? Mais c'est de cette vision-là, les dirigeants visionnaires. Vous savez, un pays comme la Malaisie, il y a quelques années, c'était un conglomérat de marécages et de marais. Mais aujourd'hui, c'est un dragon. Et dans l'espace de temps où le président de la République du Cameroun a pris le pouvoir. Donc on peut se demander comment un pays qui n'a rien du tout a pu être à ce niveau. Et nous végétons toujours dans la liste des pays pauvres très endettés. Donc, moi je crois que le vrai problème, c'est ça, c'est ce qu'il pose. Je me souviens il y a quelques années ici, il y a un ministre, vous l'avez nommé, Robert, qui nous disait même dans les grandes villes, il va y avoir des tramways. Oui. Ce projet a été rentré sous les tiroirs. Et vous parliez tout à l'heure, il y a des experts qui nous ont dit que le Vouri, on peut envisager, comme on voit dans la lagune Ébrié à Abidjan, où il y a des moyens de transport à travers le fleuve. Parce que le Vouri contourne un peu la ville de Douala. Oui. Mais il y a une panne d'imagination de nos dirigeants. Je ne sais pas si c'est la gérontocratie, parce que... Tous ne sont pas vieux là-bas. Le ministre des Transports n'est pas vieux. Non, mais il n'est pas vieux, mais vous savez, quand vous vivez dans un environnement, vous êtes forcément contaminé par les esprits des vieux. Donc moi, vous parlez d'une panne d'imagination. Oui, d'une vision. D'une vision. Oui, parce que nous voyons des pays, il n'y a aucune fatalité en termes de développement. Parce que nous, on passe le temps à pleurnicher, à dire, bon, le contexte international nous est défavorable, mais il est défavorable pour tout le monde. Pourquoi les autres nations émergent? Le président a même pris l'exemple ici en Afrique. Il a dit, mais pourquoi ce qui s'est fait dans d'autres pays qui sont autour de eux est incapable de se faire chez nous? Malheureusement, lui, il parle comme quelqu'un qui est à la périphérie et qui regarde les choses comme n'étant pas l'acteur principal. Et c'est ça qui est regrettable pour notre pays. Donc, en 43 ans de pouvoir, le régime RDPC n'a pas construit un seul kilomètre de chemin de fer. C'est quand même quelque chose d'absolument ahurissant. Pas un seul Entre-temps, il y a les destinations qui n'existent plus. Ngwanetenga ne siffle plus, Mbanga, Konsamba, voilà, Mbanga ont fermé. Donc ça va faire donc la privatisation de notre régime ferroviaire. Donc nous sommes vraiment dans un parce que c'est parce qu'on arrive dans les agences de voyage. Aujourd'hui, justement, parce que je me souviens, le dernier commissaire qui s'est tenu au ministère, il était question pour Camraï d'essayer de voir dans quelle mesure il peut mettre deux autorails. Ça veut dire que qui quitte simultanément. Donc celui qui quitte à 6h30 à Douala, il y a un qui quitte à 6h30 à Yaoundé, et ainsi de suite, pour que le soir, qu'on ait au moins 4 voyages en une journée. Mais aujourd'hui, on n'a que 2. Et ça crée un problème parce que quand je dis la route est saturée, il y a trop de voyageurs aujourd'hui. Demande forte. Mais même le Cameroun ne peut même pas supporter le flux. Si un seul instant, les 50% des voyageurs par route se déversaient au niveau du Cameroun. Cameroun ne supporterait pas. C'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle le dernier commissaire, le ministre parlait, je crois que c'est de 25 nouvelles voitures qui vont rentrer dans le pipe. Et dans ce sens aussi, il est question, comme on parlait plutôt aujourd'hui de la restructuration des voies, mais très très bientôt, je dis bien très bientôt, ça ce sont les résolutions du dernier commissaire, la route Douala Edea Kribi Lolabé Campo, je crois que c'est la Banque mondiale qui finance ce projet-là, et il y a aussi Yaoundé, Ngaoundéré, N'Djamena. Je crois que c'était l'année passée, on nous a dit que le financement était prêt, on était au Mont-Fébé quand la Banque mondiale est venue présenter le projet où ils présentaient 3 voies. En fonction de ces 3 voies, ils ont présenté le budget qui y vont avec. Et ils ont dit à la fin qu'il revient maintenant au Cameroun et au Tchad de trouver la voie intermédiaire qui puisse leur permettre de pouvoir mieux desservir au-delà du fret marchandise, de pouvoir permettre aux populations de mieux se déplacer.
Donc, les projets comme ça, il y en a plein. Et c'est pour ça qu'on dit aussi qu'on est en train de restructurer et qu'on va remettre en place les mêmes projets qu'on vient de citer, Douala, Mbanga, Kouba, ben, le temps que certaines choses se remettent en place. Mais ça, c'est la politique gouvernementale. Mais le souhait de tout un Camerounais, c'est que ces choses reviennent vite à la normale pour permettre aux usagers de pouvoir mieux se déplacer sans que la mais on est d'accord avec sans que la route ne souffre. que ça peut trahir un déficit de vision quand même. On est en 2025 et qu'on pose les problèmes qu'on aurait dû régler depuis plusieurs années. On est quand même le Cameroun, le continent. Déficit de vision, Jean-Jacques, mais je vais seulement dire que les projets sont en maturation aujourd'hui. Parce que quand vous écoutez les membres du comifère parler, si vous avez déjà fait un seul comifère, quand vous écoutez ces gens-là parler, mais c'est les gens qui vous parlent avec conviction. Ils vous parlent avec conviction dans la mesure où ils vous démontrent par A plus B qu'aujourd'hui, demain, ça sera le rail. Mais les Camerounais, justement, il vaut mieux qu'ils ne soient pas convaincants dans leurs paroles. Mais qui réalisent, voilà. Tu sais, dans les politiques... La transcamerounaise est vieille de combien d'années? Voilà. 114. De beaucoup 114, par exemple. De beaucoup d'années. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, là, je crois que demain, ça sera le rail qui sera la meilleure voie. Au regard des projets, vraiment, il faut le dire, hein, oui. Au regard des projets qui sont aujourd'hui maturés et qui sont... Et si vous avez même suivi, il y a beaucoup, un communiqué qui est passé, c'était l'année au mois de décembre, où on nous faisait comprendre que il y a un comité interministériel Tchad-Cameroun qui devait se tenir pour arrêter. Mais c'est justement pour ça. Donc, ce n'est pas que le Cameroun. Vous semblez trop optimiste. Mais je suis optimiste parce que c'est notre pays et notre pays doit se développer. Lorsqu'on aura quand même... On ne peut... On aura des délais. On a déjà vu ce qui se passe. On est dans les discours. On ne peut ne pas être optimiste parce que c'est notre pays et il faut y croire. D'accord. Alors bonsoir, le grand soir, le plateau du Bois d'Ibité qui avait fini sa course sur le nouveau péage après Mbankomo, installé à la fin d'une descente. À qui la faute? Le chauffeur, la route ou ceux qui se sont entêtés d'installer cette structure à cet endroit non indiqué? Jean-Paul de Yaoundé. Je crois que Jean-Paul a certainement la réponse à sa question. Bonsoir. Le problème des accidents est d'abord causé par l'homme et après ce sont les routes. Aller en Guinée équatoriale où il n'y a que des autoroutes. Je travaillais dans une multinationale où le contrôle était strict. Chez nous, c'est la corruption sur les routes et chacun y va avec les conséquences qu'on peut imaginer. Parle encore de cette corruption qui doit être également l'un des problèmes majeurs. Bonsoir, Jean-Jacques Zé, le tramway peut résoudre largement ce problème dans le transport urbain Fabien Onambélé depuis Bari. On a parlé de ce tramway qui avait été annoncé par des membres du gouvernement qui n'existe pas. Je crois que d'autres sont allés voir le modèle de transport à Dakar dernièrement pour l'implémenter peut-être à Douala dans les prochains jours. Mais le train qui est un outil traditionnel qui nous manque, on a parlé également de l'avion. Le réseau de transport aérien semble plutôt avoir maigri. Ceux qui viennent de Bertois savent qu'on parle d'aéroport depuis des années et puis l'avion n'est toujours pas parti de ce côté-là. Des annonces ont été faites. Il y a même eu un bureau, semblerait-il, de Camerco qui a voulu s'installer de ce côté-là. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'avoir ne serait-ce que l'avion pour aller dans des régions où il faut faire 7 heures de route? Ben, écoutez, je vous ai dit que... Non, ne me dites pas la même chose quand même. Mais quand vous posez la question qui tend vers la même réponse, c'est pas comment... Non, faites une analyse objective. Imaginez que vous êtes au pouvoir, il faut quoi? Non, mais il faut tout simplement une volonté. Moi, je dis une volonté politique et des dirigeants qui aiment leur pays. Je pense que, comme je disais, il n'y a pas une fatalité pour le sous-développement. Il y a des gens qui ont la volonté de sortir du sous-développement, qui ne luttent pas contre la pauvreté, mais qui travaillent pour qu'il y ait la richesse dans le pays. Donc, vous parlez de l'aéroport de Bertois. Entre autres, il a annoncé la réhabilitation de certains aéroports. Bertois, Kribi, peut-être Tico également. On a vu des photos où des officiels camerounais décollaient à partir de Tico. De Tico, en 61. Mais j'ai dit que nous, au lieu d'évoluer, on régresse plutôt. L'aéroport de Tico, je suis arrivé là il y a quelques années, elle est dans la broussaille.
on devait plutôt évoluer. Donc, vous demandez si nous sommes au pouvoir, mais on va implémenter des politiques courageuses et novatrices pour que notre pays émerge. C'est-à-dire mettre des dirigeants qui ont de l'ambition et qui ne passent pas le temps à nous proposer. On fait parler des projets, on en parle depuis des années. Des idées, on en parle depuis des années. Cette le prolongement de la Transcameroun. Cette ligne ferroviaire qui devra arriver jusqu'au Tchad. Et ça fait combien d'années qu'on en parle? On ne voit pas même un début d'implémentation. Donc, nous sommes comme ça. Je dirais, dans notre pays, on parle beaucoup. Et même quand on commence à réaliser, un projet qui peut mettre 3 ans au Rwanda et en Côte d'Ivoire doit mettre 14 ans ici. Parce que un peu partout, il y a des goulots d'étranglement. Les théories du mapartisme sont partout. Et c'est ça qui bloque, qui plombe le développement de notre pays en termes de transport. Parce que je ne peux pas comprendre, parce que quand vous voyez une ville comme Konsamba qui était vivante à cause du chemin de fer, parce que vous voyez, il y a d'autres activités qui sont agrégées autour de l'activité ferroviaire. Tout à fait. Quand vous arrivez en Gaoundé, quand arrive le train, c'est ce qui s'est passé en Konsamba dans les années 60 et 70. C'était une ville qui était prospère, avec des Konsamba était en concurrence pratiquement à d'autres villes. C'était la 3e ville du Cameroun. Voilà. Mais aujourd'hui, elle est reléguée à... Donc moi, je pense... Une télévision a fait un reportage sur cette ligne de chemin de fer. On voit les arbres qui ont déjà poussé sur le tracé de ce chemin de fer-là qui nous manque aujourd'hui. Donc on est d'accord que si on développe un peu d'autres alternatives, on peut réduire les cas d'accident sur nos routes, parce que la route serait moins saturée, on aurait un peu plus de visibilité, on pourrait circuler un peu plus normalement. Il faut appeler à ce que l'avion soit là, on ne voit pas l'avion, qu'on exploite également les voies maritimes. Mais pour revenir à ces sujets qui a toutes les statistiques possibles sur l'état de nos routes et des véhicules, on parle de 17% des accidents qui sont causés par l'état des véhicules, c'est-à-dire des véhicules défectueux. Dans notre pays, Émile Messi, il n'y a pas une loi, comme ça existe ailleurs, qui limite les années de durée de vie des véhicules qui entrent au Cameroun. Tout vieux véhicule de l'Occident circule au Cameroun. On n'a même pas besoin d'une loi, parce que les constructeurs automobilistes eux-mêmes indiquent que après un certain kilométrage, après une certaine durée de vie d'un véhicule, ce véhicule doit être retiré de la circulation. Mais c'est tout simplement que le Cameroun, qui ne fabrique pas de voitures, est sous le coup de recevoir les voitures neuves et les voitures d'occasion, que vous appelez CEMAC. Est-ce que cette intégration déjà est effective? Non. Parce qu'il y a certains pays. Mais avant d'arriver à l'intégration, il y a les routes qui sont de votre responsabilité. Est-ce que vous avez réglé les questions des routes qui sont de votre responsabilité? Douala, Konsamba, c'est incroyable qu'on puisse voir ça pose le problème en 2025. Le financement de ces projets. On n'a pas d'argent. Vous verrez que même quand c'est le Cameroun qui construit ces routes-là, c'est des bailleurs de fonds qui financent. Ça, vous le savez. On ne vous dira pas que cette route serait financée sur fonds propres. Par exemple, non. Des vrais chantiers routiers, c'est des bailleurs de fonds qui financent. Des coûts de centaines de milliards. Ce n'est pas des caisses d'État. C'est vrai, nous allons rembourser. Or, quand c'est le projet intégrateur, c'est-à-dire 2 pays se mettent ensemble ou 3 pays, et puis on s'accorde que... Et les bailleurs de fonds sont encore plus disponibles à financer ce genre de projet. Parce que... D'accord, mais quand c'est un projet intégrateur, on a vu ce qui s'est passé avec Sangbélima, Wesso. La route doit être... Le Congo avait bouclé très tôt, on était encore en train de tergiverser. La route doit être rentable. Ça, nous ne l'avons pas dit suffisamment. On a coutume de dire que là où la route passe, le développement suit. C'est ça que les bailleurs de fonds attendent. C'est-à-dire que lorsque nous finançons ce projet, à court et long terme, cette route est susceptible de nous rentabiliser, de faire en sorte que les conditions de vie des populations soient améliorées, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que nous ne disons pas suffisamment. Or, lorsque vous n'avez pas de route, vous ne pouvez pas écouler même ne serait-ce que vos petites reproductions agricoles.
vous ne pouvez pas faire des déplacements, vous ne pouvez pas faire des projets même dans votre secteur, parce que le matériel, vous n'avez pas la possibilité de le transporter. Vous comprenez? Donc c'est tout cela qui doit faire en sorte que, et moi je dis, les pouvoirs publics doivent prendre la pleine mesure de leur responsabilité pour que le prochain septennat, les routes et les autres moyens de transport soient une priorité des priorités. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est à ce niveau-là qu'on doit arriver. Bon, maintenant, puisque l'émission porte sur la réduction des accidents sur les voies routières, la responsabilité de l'homme est également engagée à ce niveau-là. Plus nous allons vers le déploiement, plus que nous courons également beaucoup de risques d'accidents. Ça, on ne peut pas le nier. Les bonnes routes ont souvent eu des accidents les plus mortels parce que nous n'avons pas eu l'habitude. L'homme n'est pas habitué à circuler dans de bonnes conditions. Et c'est aussi à cela que les pouvoirs publics... On doit travailler avec des sensibilisations. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir ton panel. Je rejoins le panéliste à droite, URDPC, pour dire, comme l'Ivoirien de tout à l'heure, que l'homme est au centre de tout dans ce débat autour de la problématique du jour. Toutefois, il faut comprendre que l'homme en position de décideur, de gouvernant, mais alors de mauvais gouvernant dans un système pourri, en est la cause prépondérante sur les autres. À la gabégie du décideur s'ajoute l'incivisme et la désinvolture des usagers de la route. En sécurité, on dit que la sécurité de chacun dépend de soi, ou alors rejoindre les anglo-saxons qui disent « your security first ». On trouve des failles partout. C'est Daflo qui ajoute que la route, le rail, la voie maritime, les airs sont autant d'alternatives de communication dans un pays normal. Et ça dit que le nôtre n'est pas normal. Ici, chez nous, la politique de transport du système régnant actuel a failli, comme sur plusieurs points. D'ailleurs, très bon débat, Frérot, c'est signé Daflo, qui participe à sa manière avec ces mots à cet échange-là. Alors, pour dire justement, et jeter un coup d'œil dans les statistiques, 7% mauvais dépassement, on est d'accord là-dessus, qu'il y a des chauffeurs sur nos routes, vraiment vous demandez comment elle a fait pour être derrière un volant. La non-maîtrise du volant, c'est dit, l'état d'ébriété, on pourrait ajouter la fatigue, notamment dans le système de transport, parce qu'il y a des performances qu'il faut atteindre pour gagner un certain salaire. Dans certaines agences, on vous impose certains tours à des distances incroyables pour avoir le salaire. Le mauvais état de route revient beaucoup dans les interventions des uns et des autres, qui ajoute même la mauvaise conception de certaines de ces routes. Il n'y a pas que mauvais état, il pourrait également avoir, selon cela, la mauvaise conception des routes. Autant de choses qui pourraient compliquer le travail du ministère des Transports, qui lui n'est pas constructeur des routes. Mais chaque ministère a ses missions. Oui. Ah ben oui, chaque ministère a ses missions. Donc, au ministère des Transports, ses missions. Il y a le Conseil national de la route qui existe aussi. Mais le Conseil national de la route, c'est un comité interministériel. Hein. Donc ça regroupe le ministère des Transports et le ministère des Travaux publics et puis d'autres ministères. Publics et voilà, le Minepat et tout ça, machin. Donc tous sont regroupés là-dedans. Et puis bon, ben, c'est comme un think tank où chacun apporte de sa verve pour pouvoir trouver des solutions appropriées pour résoudre ces problèmes de route. Parce que quand je disais tout à l'heure que les routes, aujourd'hui, c'est un problème qu'il faut résoudre à tout prix parce que nos routes sont dépassées. Oui. Vraiment, les routes sont dépassées. Et quand le ministre des Travaux publics le disait dernièrement à l'Assemblée, il faut reconstruire toutes ces routes qui sont vieilles de plus de 20 ans. Parce qu'à la base même, je ne suis pas sûr, et on l'a dit ici, à la base, ceux qui ont construit les routes n'avaient pas prévu que ces routes mettront 10 ou 15 ans. Et pour eux, c'était l'histoire de 5 ans, c'est en fonction du budget, nous tous on l'a dit ici, en fonction du budget qu'on vous donne pour construire les routes. Alors si on vous donne un budget, je dis n'importe quoi, de 10 francs pour construire une route de 20 francs, c'est pas possible. Vous n'allez pas puiser dans vos propres caisses pour construire les routes. Vous construisez en fonction de ce qu'on vous donne. Moi je connais les confidences d'un ancien ministre des Travaux publics qui disait que tout ce qu'on dit là, en matière des routes là, on parle seulement. Voilà. Tant que dans le budget de l'État, on n'aura pas consacré pour l'aménagement des routes un certain pourcentage. Il avait donné le montant. Donc tout ça, on répond aux questions des journalistes parce qu'on est sympa. Mais dans le fond, on n'a pas encore attaqué la question des routes au Cameroun. Mais il faut revoir la question des routes. Sincèrement, et le ministre des Travaux publics, j'ai dit bien, à la dernière session de l'Assemblée, il avait dit, il faut reconstruire toutes ces routes-là. Il y a des routes à reconstruire, il y a des routes à réhabiliter. C'est les routes, Balafré qu'on voit là, l'axe Lou, Yaoundé Douala. Non, mais elle est dépassée. Seulement les mots qu'on remet là pour... C'est une route, elle est dépassée. Oui. Elle est complètement dépassée, il faut la reconstruire.
Il faut la reconstruire. C'est ce que les gens doivent intégrer. Et c'est pour ça qu'on avait estimé à un moment que si un seul instant, l'autoroute, Yaoundé doit la passer, mais cette route-là serait destinée à d'autres transports. Ça veut dire qu'on pouvait affecter les gros porteurs sur l'ancienne route après l'avoir réhabilitée ou reconstruite. Et laisser d'autres modes de transport prendre l'autoroute. Donc ça permettrait à ce qu'il n'y ait plus trop de friction sur ce petit espace de l'axe lourd. Parce que sincèrement... faire un dépassement, c'est difficile. C'est une équation compliquée. C'est difficile. Vous n'avez pas la visibilité qu'il faut, la route n'est pas large, le cantonnage n'a pas été fait, tout peut vous surprendre. Il faut reconstruire les routes dans notre pays. Et je crois que ces politiques-là, il faut les permettre de rentrer dans leur fonds, mais pendant ce temps, les citoyens circulent de dépendre où l'activité économique est fluide. Jean-Jacques, j'ajoute donc que nous avons eu les péages automatiques avec le même discours. Oui. Nous attendons toujours la rentabilité. Mais ça n'a pas marché à quel niveau? C'est lui qui connaît. Non, il n'est pas dans le gouvernement. On a vu les ministres se déployer pour lancer ces péages automatiques qui automatiquement sont restés fermés. Parce que là, on sait plutôt ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, on aura un chapitre sur la route, dans le cadre de nos grands soirs, comprendre pourquoi le Cameroun n'a pas les routes qu'il faut, comme ailleurs. Mais pour sortir de ces accidents de la circulation, il faut bien qu'on propose quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour limiter totalement? Le ministère a déployé ses radars, la gendarmerie nationale a également ses radars, les postes de contrôle ne manquent pas sur nos axes routiers. Qu'est-ce qu'il faut finalement? Quand on retourne à la responsabilité éthique, c'est-à-dire que c'est chaque citoyen camerounais qui doit prendre conscience en lui-même de sa responsabilité vis-à-vis de l'État qui lui a accordé une mission, vis-à-vis des usagers dont il a la responsabilité pour bien mener son activité. Je crois que lorsque, de manière individuelle, chaque Camerounais prendra sur lui de se rendre compte que il va de ma responsabilité pour que ce soit bien fait, nous rentrerons dans cette éthique-là et nous allons arranger. Donc ceux qui construisent les routes devront le faire dans le sens de l'éthique. Ils ne vont pas détourner de l'argent pour aller construire leur propre maison et vous livrer des routes avec épaisseur goudron babouche, comme on le dit. Il y a un autre aspect, Jean-Jacques Zé, je n'allais pas l'oublier. Nous avons parlé ici de l'aspect économique. Mais moi, je voudrais quand même aussi revenir sur l'aspect social. Lorsque nous parlons des transports ou alors des transports, est-ce que nous avons pas pensé au coût? Le coût des transports. Comment on fait pour évaluer les coûts de transport d'une localité à une autre? Le transport coûte encore excessivement cher. Parce que lorsqu'on parle des routes qu'il faut arranger, il faut aussi penser aux Camerounais qui se déplacent. Sur quelle modalité? Est-ce que les prix sont fixés? Nous avons appris que le kilomètre coûte 15 francs. 10 à 15 francs. À 15 francs, oui. Quelque chose comme ça. Est-ce que c'est respecté? Non. Ça aussi doit être pris en compte. Parce que lorsqu'on parle des routes de mauvais transport, il y a aussi le coût du transport quand même qui pèse sur le Camerounais lambda et qui n'a pas d'argent. D'accord. Bonsoir Gigi ainsi qu'à votre panel. Le problème c'est l'absence des routes et le manque d'entretien de celles existantes. À quoi sert l'argent du péage? Les nids d'éléphants partout, mais on continue de payer. En zone urbaine comme rurale, c'est la même chose. On roule déjà sur le tronçon d'autoroute Yaoundé-Douala alors que les travaux ne sont pas finis. À côté, il y a l'incivisme des usagers et le caractère vétuste des véhicules. Les failles sont partout. Maître Eyouk, depuis Odja. On est sur les voies de sortie. Comment on fait pour limiter ces accidents? Parce que le risque zéro n'existe pas. Mais comment on fait pour en limiter davantage? Pour limiter les accidents, Jean-Jacques Zé, je crois que tous les secteurs doivent jouer pleinement leur rôle. Et surtout, des actions en synergie. Qu'est-ce que je veux par là dire? Le ministre des Transports qui octroie des licences de transport doit faire la sensibilisation. Doit s'assurer que les chauffeurs, par exemple, sont bien formés pour conduire sur des routes. Doit faire une sensibilisation. Vous avez rappelé tout à l'heure que par le passé, on nous a enseigné même le code de la signalisation à l'école primaire ou secondaire. Que même le piéton devait savoir qu'on ne marche pas en route n'importe comment. On ne viole pas les feux n'importe comment. Il n'y a pas que des voitures. Et à côté de cela, il y a le ministère des Transports qui s'occupe de la route.
je ne sais pas s'ils ont de temps en temps des actions en synergie. Est-ce qu'il y a la conduite dans de bonnes routes et des conduites dans de mauvaises routes? Ça aussi, les chauffeurs peuvent se retrouver face à cette situation compliquée qu'ils n'ont pas prévue quelque part. Donc, ça fait donc que le ministère des Transports et le ministère des Travaux publics, qui est chargé de faire des grands travaux des routes, travaillent également en synergie. Je ne dédouane pas, puisque nous sommes à l'ère de la décentralisation, le rôle éminemment important des collectivités territoriales décentralisées, qui sont des mairies et des régions, qui devraient également, que dans le cadre des transferts, des compétences transférées et de ressources, également mettre un aspect très important pour sécuriser la vie des personnes. C'est-à-dire que le rôle des maires, le rôle des régions, pour que les accidents, chacun dans sa circonscription respective, puissent avoir un impact pour qu'il y ait moins d'accidents, pour qu'il y ait de plus en plus de chauffeurs formés et que à la fin, qu'on ait vraiment une réduction considérable de taux d'accidents. Dans le cas de ces transferts de compétences, beaucoup de mairies se plaignent d'avoir jamais reçu les transports liés au cantonnage. Voilà. Vous avez les routes qui se referment totalement, où les panneaux de signalisation sont dans la broussaille. Les seuls panneaux visibles, c'est là où on a écrit ici 9 morts, qui vous traumatisent. C'est la synergie là, donc, qui doit encadrer aujourd'hui les transports et l'entretien des routes. Alors, où en est-on? Est-ce qu'on est peut-être fier aujourd'hui de la décennie de lutte contre les accidents? Est-ce qu'elle a apporté des résultats? La décennie d'action, c'est la décennie d'action pour la prévention et la sécurité routière. C'est le nom exact. Voilà, elle était faite en deux phases. Elle était pour 2001, 2010 et 2010-2020. Et c'est là où le Cameroun a eu le prix Kofi Annan. Oui. Il y avait le Cameroun et puis Sécurite. C'est les deux qui ont eu le prix à Marrakech. Ouais. Ils ont eu le prix à Marrakech, juste par rapport à quoi? C'était sur le fait que le Cameroun fait des efforts considérables. Parce que il y a tous les pays concourent à cette affaire-là. Et le Cameroun a eu le privilège d'avoir ce prix, plus une association qui fait aussi dans la prévention et la sécurité routière, qui est sécurité. Donc c'est les deux structures, dont une étatique et une association qui ont eu ces prix-là. Donc c'est simplement pour dire que le Cameroun fait des efforts considérables pour éviter que le taux de 70% des causes humaines qu'on retrouve dans les accidents de la circulation puisse avoir une inflexion. Donc que d'ici, comme je l'ai dit, d'ici 5, 10, 15 ans, mais 15 ans même c'est trop, que d'ici 5 ans qu'on ne se retrouve